Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Red Team avec Grégory Drapry. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Grégory, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, je suis Grégory Drapry, je suis responsable technique d'une équipe Red Team au sein d'un grand groupe assurance depuis 7 ans. Et donc ce soir, je vais vous parler de tout ce qui concerne la Red Team. Justement, qu'est-ce que c'est ? Alors la Red Team, c'est un vaste concept. Si on se réfère à l'histoire, en fait, c'est un concept qui a été inventé pour les militaires américains en 1960. L'idée, c'était d'opposer deux équipes, les rouges et les bleus. Les rouges, historiquement, qui étaient les Russes, et les bleus, qui étaient les Américains. Et l'idée, c'était de voir, par rapport à une agression des rouges, comment les bleus se comportaient et pouvaient se défendre. Donc on a effectivement pris ce concept et on l'a appliqué à la sécurité offensive et on aboutit maintenant depuis 2010 à un concept où en fait l'idée c'est de principalement de se mettre à la place d'un attaquant à travers des scénarios et essayer de réaliser des objectifs qui sont définis comme un attaquant le ferait pour atteindre ces objectifs et avoir des impacts business. Donc l'idée c'est d'avoir un scope qui soit large, des objectifs définis, des missions qui sont plutôt longues, avec des scénarios qui peuvent être par exemple de l'atteinte sur du cloud, qui peuvent être de type insider avec un employé mécontent. L'idée ça va être aussi de mesurer le niveau de défense, mais aussi mesurer le niveau de détection et de réaction. Et c'est aussi important, c'est un test qui n'est pas exhaustif. Voilà, on en parlera peut-être quand on compare à un pen test, mais un Red Team n'a pas vocation à être exhaustif. Et quand on parle de Red Team, est-ce qu'on peut faire un point de terminologie ? Est-ce qu'il y a des choses ou des termes plus précisément à connaître ? Alors, on parlera sûrement de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui viennent avec la Red Team, mais vraiment, ce qui est important, peut-être les terminologies les plus importantes, c'est tout ce qu'on appelle TTP, donc les techniques, tactiques et procédures. L'idée, ça va être d'analyser les attaquants et de rejouer ces analyses. Une idée, parfois, quand on fait du Red Team, c'est de se dire que on va cibler, qu'on va essayer d'être le plus discret possible et d'être complètement invisible. Alors effectivement c'est intéressant, mais là en fait on va rejouer plutôt ce qu'on appelle des attaques de type étatique, mais en fait des attaquants il y en a plein de différents, et quand on fait des Red Team on peut être amené à émuler des attaquants différents. Donc on va pouvoir faire des attaques très avancées quand on va émuler des attaquants de type étatique, mais aussi on va pouvoir émuler des attaquants peut-être moins sophistiqués qui sont des cybercriminels ou des script kiddies qui vont lancer plutôt des outils. Donc l'idée c'est d'avoir un panel de scénarios qui soit très différent, aussi bien en termes de, j'ai envie de dire, de menaces, donc les cybercriminels, mais aussi le type de scénario. Donc cibler par exemple du cloud, cibler de l'interne, cibler de l'intelligence artificielle, maintenant on voit ça. Donc vraiment l'idée ça va être d'émuler des attaquants, et on voit aujourd'hui que les attaquants vont cibler toutes les technologies différentes pour s'assurer qu'on a des défenses en place et qu'on est capable de détecter et de réagir de manière assez rapide. Et vu l'amplitude de technologies à couvrir, les risques, les scénarios, etc., dans ton cadre, vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors on était une équipe historiquement de 7 personnes et on est en train de monter à 11 personnes. Effectivement, c'est un des challenges avec la Red Team. Comme on émule des attaquants, les attaquants sont très opportunistes et ils vont cibler toutes les technologies qui vont avoir le vent en poupe et qui vont être utilisées par les différents business. Donc historiquement, c'était beaucoup d'Active Directory avec du phishing, mais maintenant on voit qu'il y a un vrai mouvement vers le cloud. Quand on voit par exemple les attaques récentes au sujet de Microsoft, on s'aperçoit que les attaques sont passées exclusivement sur le cloud. Pareil, si on regarde les cybercriminels qui ciblent tout ce qui est crypto mining, ils vont cibler tout ce qui est cloud, Kubernetes exposé.
pour pouvoir voler du temps serveur et du temps CPU pour pouvoir miner ou GPU. Donc vraiment, c'est un des challenges avec une Red Team, c'est qu'on doit évoluer en même temps que les cybercriminels. Et alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça veut dire que vous faites une veille entre guillemets constante de toutes les TTP, donc toutes les techniques que peuvent avoir les groupes cybercriminels qui potentiellement pourraient vous attaquer, et après vous répliquez plus ou moins en fait leurs différentes étapes, leurs différentes attaques, potentiellement avec les codes associés au MITRE Attack Framework, ce genre de choses. Oui, alors on se repose beaucoup sur le MITRE Attack Framework. On voit effectivement, on va faire de la veille. Alors la veille, ça peut être aussi bien une veille technologique où on va analyser les nouvelles attaques. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'attaquants qui font la même chose et on s'aperçoit que en fait ils vont partir de proof of concept et très vite ils vont être capables d'utiliser ces proof of concept pour avoir un premier accès. On le voit beaucoup sur tout ce qui concerne les appliances en bordure internet, mais également on va aussi suivre les attaquants sur le type d'outils qu'ils vont utiliser, par exemple, sur le type de process et de méthodes qu'ils vont avoir, parce que ça peut être aussi une demande de notre SOC de dire est-ce que vous pouvez émuler cet attaquant, juste pour une référence, mais on a eu récemment avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine le leakage de certains guides utilisés par les cybercriminels, et ça peut être aussi une source d'informations pour nous, où en fait on va rejouer les guides qu'ils utilisent pour s'assurer qu'on va être capable de les détecter à un moment donné. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est en fait les sources de justement cette information. Est-ce que c'est des rapports publics que tout le monde a, privés, ou ce genre de choses, des demandes qui viennent de ton SOC, ou de votre expérience d'attaque que vous avez vécue et que vous souhaitez après répliquer? C'est un mélange. Ça veut dire que ça va être des sources publiques, ça va être des sources privées, mais ça va être également de la recherche. C'est peut-être la partie la plus challengeante au niveau Red Team, c'est que quand on veut émuler des attaquants de type étatique, ce genre d'acteurs ont des équipes qui travaillent tous les jours à trouver des nouvelles failles, à trouver des 0D. Ouais, c'est leur boulot. Oui. C'est leur boulot, ce qui est quelque chose qui est plus difficile à justifier en entreprise. Donc, on va essayer effectivement d'émuler tout ce panel-là, mais c'est vrai que c'est difficile. Par exemple, quand on parle de 0D, c'est quelque chose qui demande des moyens étatiques pour pouvoir être à ce niveau-là d'émulation. Et les objectifs finalement de mission Red Team, vous avez on va dire des counterparts métiers, business, avec qui vous validez des scénarios pour justement vous dire, je sais pas, avec par exemple le contrôle interne ou autre, pour vous dire, ou même, je sais pas, des managers de crise, pour vous dire, là, on va effectivement essayer de lancer ce type de scénario, grandeur nature, et voir jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. Alors c'est de plus en plus le cas. Il y a encore 7 ans, quand j'ai commencé, il y avait peu de différence entre un pentest interne et un Red Team. Au final, c'était très ciblé sur Active Directory, mais on vient de plus en plus vers ce genre de scénario métier, où en fait l'idée, ça va être en amont du Red Team d'identifier des scénarios qui vont impacter ce qu'on appelle des business functions, et à travers ce Red Team, essayer de les atteindre, donc que ce soit en confidentialité, en disponibilité ou en intégrité. Essayer de faire le lien entre ces vulnérabilités techniques et des impacts métiers qu'on aura définis en amont. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et notamment avec la compliance DORA, donc le Digital Operational Resilience Act, qui demande des Red Teams tous les 3 ans, et qui demande effectivement en entrée de définir ces business functions et de faire des Red Teams qui vont essayer de porter atteinte à ces business functions. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais c'est sur l'infrastructure, parce que mon expérience limitée du Red Team, c'est qu'il y a une partie importante du temps qui est passée à acquérir des domaines un peu fiables, mais pas trop facilement flagués, avec un peu d'historique, essayer de faire des codes qui ne soient pas détectés, mais qui finissent pas sur virus total non plus, avoir des noms de domaine, du DNS, des machines virtuelles, des rebonds, des trucs comme ça. C'est quoi la partie préparation infra versus la partie, on va dire, intrusion est-ce que vous avez des outils custom, par exemple? Est-ce que vous utilisez du Cobalt Strike ou des trucs du commerce? C'est quoi comment vous traitez ça? Alors en fait, donc cette question, il y a plusieurs réponses.
La première réponse, c'est effectivement l'infrastructure, la gestion de l'infrastructure, c'est une grosse partie de notre temps. Comme tu le mentionnais, quand on va faire du phishing, par exemple, on veut des noms de domaine qui soient propres, qui ont un historique. Donc, on va essayer d'en sélectionner bien en avance de phase pour s'assurer qu'il y a un historique qui soit propre. De même, les Red Team ont des infrastructures, que ce soit pour le phishing ou le command and control. On va devoir les protéger et les mettre en place. Ça a fait un grand boom avec le CI/CD, l'intégration continue. Donc maintenant, toutes les Red Team ont cette capacité à déployer des infrastructures très rapidement. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc vraiment, il y a une partie infrastructure qui est très importante et sur laquelle on travaille beaucoup. Mais il y a aussi, comme tu le mentionnes, les outils. On va pouvoir utiliser différents types d'outils. On va utiliser des outils du commerce parce que ça va nous permettre d'aller plus vite. Comme je l'ai dit, un des challenges, ça va être de rester vraiment à la pointe et développer par exemple un command and control efficace. Bah, c'est très compliqué. Donc acheter des outils du commerce, c'est très intéressant pour ça. On va aussi développer des solutions custom parce que ça va nous permettre de passer sous le radar. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Mais le dernier aspect, c'est aussi d'utiliser des outils qui soient reconnus et flagués. Typiquement, quand tu mentionnes Cobalt Strike, on a beaucoup d'acteurs malveillants qui utilisent des versions de Cobalt Strike qui sont piratées. Donc si on veut émuler des attaquants, on doit aussi utiliser leurs outils. Alors nous on les achète, mais les utiliser pour émuler ces attaquants-là aussi. Et juste pour répondre à Nico, en fait, concernant les noms de domaine, aujourd'hui, tu as beaucoup de sites qui justement référencent les noms de domaine abandonnés. Tu as par exemple expireddomain.net, getxp.com, keepdom.com, domain coaster, etc., qui te donnent tous les noms de domaine qui sont plus disponibles, avec leur réputation. Tu en as même qui te donnent tous les liens qui pointent vers ces noms de domaine, de façon à avoir une très bonne réputation et des liens back vers ton site. Et tu peux les acheter pour quelques dizaines d'euros. Tu vois, là, par exemple, je suis sur getxp.com, tu as un site abandonné, abandoned.com, tu as des liens de France 3 Régions qui viennent dessus, de Marianne.net, etc. Donc, et ça coûte quelques euros, quelques dizaines d'euros, donc c'est assez simple de trouver des noms de domaine propres avec une bonne réputation. C'est un aspect. Après, il faut savoir que donc ça, le côté phishing avec nom de domaine, avec un historique, c'est un aspect qu'on a pu faire les années précédentes, mais on s'aperçoit que les attaquants, en fait, ça vient de plus en plus élaboré. Typiquement, le genre de scénario qu'on voit d'acteurs étatiques, c'est de mettre en place des fausses interviews. On va sélectionner des développeurs, par exemple, qui vont travailler pour des sociétés dans le Web 3.0, et ils vont essayer de mettre en place ce genre d'interview, ce genre de cadre, et en fait, le développeur va être amené à installer des outils, par exemple, pour réaliser l'interview, et l'attaquant va pouvoir prendre le contrôle grâce à ce scénario-là, où le développeur va peut-être baisser son niveau de défense, son niveau de vigilance. Donc on aboutit à des scénarios qui sont de plus en plus sophistiqués en termes de social engineering. Et vous le faites ça d'ailleurs ? C'est le genre de scénario qu'on peut être amené à faire. On peut prendre contact sur des réseaux professionnels. C'est des choses qu'on peut faire, oui. Tu parlais gestion de l'infrastructure, CI/CD, etc. Ça me fait penser à quand même des compétences particulières d'ingénierie logicielle, plus que des pentesters ou des aficionados de sécurité et de la ligne de commande. Est-ce que justement vous avez ce type de profil très dev/ops dans des équipes Red Team ? C'est effectivement une des directions quand on engage des gens, c'est d'avoir des variétés de profils différents. On a des profils qui ont effectivement une vraie capacité ops en plus de leur capacité de sécurité offensive. Donc c'est une vraie nécessité de pouvoir déployer des infrastructures rapidement, de pouvoir s'assurer que tous les tools fonctionnent. Typiquement, on est vraiment, et les acteurs étatiques et les attaquants le sont également, on va tout automatiser, que ce soit du déploiement de l'infrastructure, que ce soit l'obfuscation des charges. On est vraiment sur une capacité de plus en plus automatisée sur tous les aspects de la Red Team. L'idée c'est maintenant, si une opération tombe à l'eau, elle se fait détecter, c'est pas grave parce que en fait en quelques heures on va pouvoir relancer une infrastructure, relancer tout un tas de choses qui vont nous permettre d'être
de nouveau efficace et de nouveau cibler les entités qu'on peut cibler. L'activité de ton équipe au quotidien, qu'est-ce que c'est ? Alors l'activité, ça va dépendre si on est sur des missions ou non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un des aspects, c'est vraiment tout ce qui est formation continue. C'est un des aspects très importants. Donc les membres de l'équipe vont pouvoir avoir des missions plutôt longues. Donc je fais référence aux pen tests qui sont plutôt sur des missions courtes. Nous, quand on fait nos tests, on est sur des missions qui vont facilement dépasser le mois et demi, 2 mois, parce que ça demande de la complexité. Et à côté de ça, il va y avoir aussi une formation continue sur tout ce qui est nouvelles techniques. Aussi sur, il y a des techniques qui sortent tous les jours sur tous les aspects, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur Windows, très classique, mais Windows, sur les EDR. Donc ça va demander vraiment cette formation continue. Et puis le troisième aspect, c'est la maintenance, qui est aussi, c'est ce qui est aussi très important. Donc c'est vraiment une journée type, il y en a pas vraiment. Ça dépend vraiment si c'est de la mission ou si c'est plutôt hors mission, et dans ce cas-là c'est plutôt de la formation et de la mise de la maintenance d'infrastructure. Tous les gens qui font de la Red Team ont quand même des histoires d'horreur à raconter, donc, des succès fabuleux ou des échecs absolus. Tu aurais quelques anecdotes à nous partager ? Alors effectivement, il y a toujours des anecdotes, et c'est aussi un des moteurs qui nous anime quand on fait des Red Team. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on est sur des scénarios de phishing, c'est réussir à monter tout ce scénario-là où effectivement on va mettre un cadre pour essayer de gagner la confiance des gens et arriver en fait à déployer notre implant, et donc avoir un contrôle sur le PC distant. Quand on voit le rappel dans notre interface, ça provoque toujours un sentiment de mission accomplie. Donc c'est vraiment ce genre de choses qui sont intéressantes. Ça demande aussi beaucoup de créativité. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement réussir à exploiter des vulnérabilités. Je vais faire le lien avec ce qu'on voit actuellement, mais réussir à rentrer sur un équipement de bordure internet, c'est aussi quelque chose où on est très content sur la mission accomplie, parce que c'est des choses où on va pouvoir vraiment émuler un attaquant et avoir derrière un vrai retour d'amélioration. Ça nous arrive aussi de nous faire détecter. C'est aussi très intéressant là-dessus, de voir et de faire des débriefs de mission où on va analyser ce qu'on a pu faire, ce que les gens du SOC ont pu voir, ce qu'ils ont pu rater. C'est le genre d'étapes ou d'activités qui apportent beaucoup. Et au niveau de l'équipe, est-ce que vous travaillez en 24/7 ? Est-ce que vous faites des astreintes ? Parce que je me dis, s'il y a un implant qui sonne un vendredi à 23h, voilà, est-ce que vous avez les alertes et vous êtes en capacité de pouvoir répondre directement ? Alors on travaille pas en 24/7, on travaille en horaire de bureau. Nos missions, quand on a des missions longues, les implants ont un taux de rappel qui est nettement moins important. On fait comme les acteurs étatiques. Si on analyse les acteurs étatiques, on s'aperçoit que les heures d'activité correspondent aux horaires de bureau, donc on fait pareil. L'idée c'est de ralentir le taux de rafraîchissement du beacon et reprendre le lendemain. Et la Blue Team que vous avez en interne, quelles sont les relations que vous avez avec eux ? Est-ce que c'est vraiment le chat et la souris ? Est-ce qu'ils vous voient effectivement d'un bon œil ? Comment est-ce que derrière vous arrivez à, quand vous faites les restitutions, est-ce que finalement ce soit pas du finger pointing pour dire là globalement vous étiez complètement à l'ouest, mais de faire en sorte que vous grandissiez tous dans cette histoire ? Alors c'est un point très important, c'est-à-dire que quand on fait de la restitution, il y a vraiment pas de finger pointing. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment sur de l'asymétrie. Quand on est un attaquant, en fait, on a toutes les occasions possibles. Par contre, la personne en défense, elle doit tout le temps réussir. Donc c'est un vrai challenge. Donc on a beaucoup d'humilité là-dessus. L'idée quand on fait les restitutions, c'est que ce soit le plus utile possible, que elles puissent, les équipes, alors que ce soit aussi bien sur les capacités de défense ou les capacités de détection, qu'elles puissent voir
ce qu'elles ont vu, parce que c'est aussi important de valider les use cases et valider qu'elles ont pu voir correctement, et puis aussi voir ce qu'elles ont pu rater. Et puis essayer de voir, de cibler ce qu'elles ont raté et ce qui est pertinent. C'est aussi une idée importante dans la Red Team. Il y a des frameworks qui sont parus, notamment la Cyber Kill Chain. La Cyber Kill Chain, c'est un framework qui a été inventé par Lockheed Martin en 2012. Ils ont subi une attaque. Et en fait, quand ils ont analysé l'attaque, ils se sont aperçus que les attaquants, ils suivent toujours les mêmes étapes. Donc, ils font de la reconnaissance, puis après, ils essayent de rentrer, puis après, ils bougent latéralement, et puis après, ils vont essayer d'atteindre les objectifs. Et l'idée derrière ça, c'est pas de se dire, je vais essayer de voir les attaquants tout le temps et de les attraper tout le temps, mais je vais essayer de les bloquer à un moment donné. Donc, c'est pareil avec le SOC, quand on fait un débrief, s'ils ont raté certaines choses, on va se demander, est-ce que on veut vraiment détecter ça, ou est-ce qu'on a des contrôles compensatoires qui vont nous permettre de les détecter peut-être avant ou peut-être plus tard, et s'assurer qu'on les détecte et qu'on les bloque à ce moment-là. Je pense justement à un article que je lisais récemment, Google, pour pas les citer, qui faisait un retour sur tout ce qui est campagne de phishing. On fait beaucoup de sensibilisation sur les campagnes de phishing, et il y avait un article là-dessus qui détaillait et qui disait que ce qui est recherché, c'était pas en fait le pourcentage de gens qui se faisaient avoir, mais c'était le pourcentage de gens qui alertaient les équipes SOC. Et effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui est important, c'est-à-dire comment on va les détecter. C'est pas si grave que quelqu'un se fasse compromettre. Ce qui est important, c'est qu'on soit sûr que quelqu'un va s'en apercevoir, et grâce à la défense en profondeur, grâce aux capacités de détection et réaction, on va les bloquer avant que ce soit trop important. Alors, dans la préparation de l'émission, tu disais aussi que l'émission de la Red Team, c'était pas seulement faire de l'intrusion, mais qu'il y avait aussi, par exemple, des scénarios Assume Breach, ou faire une revue du périmètre exposé sur Internet, ou éventuellement évaluer l'efficacité d'une solution UDR ou d'un antivirus. Est-ce que tu peux élaborer sur ces missions connexes ? Alors c'est vrai que nous, au sein de notre entreprise, on va avoir différentes missions. C'est vrai que quand on parle de Red Team, on pense souvent au scénario où on va faire du phishing, on va rentrer et puis cibler l'Active Directory. Mais le Red Team, c'est pas que ça. On va faire par exemple beaucoup de scénarios de type Assume Breach. L'idée, c'est de dire, on a un attaquant qui a un premier niveau d'accès. Alors, ça peut être un employé mécontent, ça peut être une third party qui est engagée pour administrer nos serveurs, ça peut être un software qu'on a installé qui a été compromis. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai un attaquant qui est chez moi, il a eu un premier accès, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et qu'est-ce que je vais pouvoir être capable de détecter. Donc ça, c'est un premier type de mission qu'on fait. On fait beaucoup aussi de revues web. L'idée, c'est, je suis un attaquant, je vais essayer de cibler tout le périmètre de mon entreprise et cibler les vulnérabilités les plus critiques. Donc ça peut être des vulnérabilités web pour essayer de rentrer, mais ça peut être aussi des vulnérabilités cloud, dans le cadre par exemple de cybercriminels qui font du crypto mining. Dans le cloud, ils vont essayer de capturer des serveurs avec des accès pour pouvoir lancer des serveurs avec des grosses capacités GPU pour miner. On va aussi, au sein de l'équipe, analyser des solutions custom. L'idée, ça va être de dire, on est de plus en plus exposé par les third parties. Donc, on va devoir s'assurer qu'elles soient sécurisées. Donc, toutes les solutions complexes qu'on va utiliser au sein de l'entreprise et qui vont avoir un impact sur tous les employés ou sur tous les clients, on va les revoir. Donc, ça peut être de l'EDR, ça peut être du SSO, de l'antivirus, de la gestion des administrateurs. Donc, l'idée, voilà, ça va être aussi de revoir ce genre de solutions qui peuvent être ciblées par les attaquants. On le voit de plus en plus, les attaquants vont passer du temps sur ce genre de solutions parce que s'ils trouvent des vulnérabilités, ils sont sûrs de pouvoir avoir un impact sur beaucoup d'entreprises. Donc vraiment des missions variées et plus seulement cet aspect je cible en faisant du phishing et je cible l'Active Directory. Et les tests d'intrusion dans tout ça, enfin je veux dire, il y a quelques années tu disais en fait on a commencé avec des tests d'intrusion. Est-ce que c'est un seuil de maturité à franchir déjà que on va dire l'organisation globalement comprenne les tests d'intrusion, mette en place des plans de remédiation pour ensuite passer à de la Red Team, ou est-ce qu'une entreprise globalement peut directement partir sur ce type de dispositif et d'organisation? Je pense que c'est vraiment complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre.
il faut comprendre que le pentest, on est plus dans une démarche avec un périmètre qui est souvent plus petit, mais on est plus dans un concept où on va essayer de trouver le plus grand nombre de vulnérabilités possible. Donc c'est vraiment deux approches qui sont différentes et qui sont complémentaires. Avec le pentest qui est moins sur les capacités de détection, là où le Red Team mesure les capacités de détection, mais qui a en contrepartie qui n'a pas d'objectif de complétude ou de couverture pour un Red Team. Par contre, sur une Red Team, il faut quand même avoir un sacré niveau de maturité parce que sinon, ça sert à rien. Faut déjà être prêt, il faut avoir un SOC, il faut avoir une organisation, il faut déjà avoir au moins les bases de durcissement, de détection, d'hygiène, parce que sinon, ça sert strictement à rien. Non, mais il est clair que c'est vraiment pour des très grandes sociétés. Ça, il faut bien l'expliquer aux auditeurs. Pas forcément très grandes, mais qui peuvent être vraiment matures. Tu peux être très mature sans être très grand. Qui ont un niveau de maturité très élevé, donc aux enjeux qui sont en regard avec cette nécessité. Des enjeux importants dans une petite société. Oui, et dans une petite structure étatique. Oui, tout à fait d'accord. C'est le niveau de maturité qui importe. C'est une vraie question dans le sens où il y a des entreprises qui sont pas forcément de taille importante et qui ont une criticité. Oui, tout à fait. C'était une erreur de faire référence à la taille. C'était juste pour montrer que il faut un niveau de maturité très élevé et que celui qui a déjà pas un SOC qui est bien rodé et qui a appris à détecter, parce que des SOC internes associés à des SOC internes complètement bidons et qui sont là pour de la conformité, on en voit aussi beaucoup maintenant. Donc, et je parle pas des trucs SOC là, il y a plein de formules commerciales. Bonjour les dégâts. Donc, on est d'accord. Et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Tu fais référence à la compliance. La compliance devient de plus en plus technique, peut-être inspirée par le monde anglo-saxon, mais c'est vrai que on tend de plus en plus. Je faisais référence à DORA, à la Digital Operational Resilience Act. C'est ce qu'ils vont demander de plus en plus, prouver techniquement qu'on est capable de résister à des attaquants. Alors, ce qui est génial, c'est que maintenant, non seulement les pentests, mais même le Red Team nous arrive avec la législation. C'est trop génial, non ? Alors, je suis assez d'accord. Je pense que c'est très important de faire le lien entre la compliance et la technique, de mesurer effectivement in situ, on va dire, le niveau de sécurité et comment on est capable de résister et de réagir. Mais je pense que c'est un vrai challenge de mettre ça en place. Ouais. Et pourquoi c'est un challenge ? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans ? Enfin, si tu fais déjà de la Red Team, tu peux juste dire que tu fais de la Red Team, ou est-ce que la législation t'oblige à suivre certaines méthodologies de Red Team, ou d'avoir un certain formalisme, ou d'utiliser certains outils, etc. Alors là où c'est intéressant, et effectivement, c'est que la compliance ne demande pas juste de faire un Red Team. En fait, elle s'inspire d'un framework européen qui s'appelle Tiber.eu et qui encadre vraiment ce processus-là. Donc c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà, et ce qui est mandatory, obligatoire, c'est de définir les business functions. Donc c'est un vrai challenge déjà pour l'entité. Ça va être de définir ses business functions. Qu'est-ce qui est le plus critique au sein de son entreprise. Une fois que ces business functions sont définies, elle va devoir au sein de ce process faire ce qu'on appelle un exercice de threat intelligence. Donc ça va être une société externe qui va, sur la base de ces business functions et du niveau de risque et de menace pour cette compagnie-là, définir des scénarios de menace. Ces scénarios de menace vont servir en entrée à la Red Team pour les réaliser. Donc ça peut être, comme je disais, un scénario de menace, ça peut être je suis un attaquant, je vais essayer de rentrer par phishing au sein d'une banque pour essayer de modifier les données bancaires. Ça peut être aussi j'ai piraté un éditeur de logiciels qui fournit des logiciels à cette banque installe ces logiciels et ça donne un premier accès. Donc ça va définir ces scénarios-là. Et ensuite, ce qui va vraiment être challengeant sur le processus, c'est que la Blue Team va devoir analyser le rapport, rédiger un rapport sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont raté, et définir un plan d'amélioration. Et tout ça supervisé par les régulateurs locaux qui vont devoir valider et suivre la démarche. Et tout ça signé par le comité directeur de l'entreprise. Donc on est vraiment sur un haut niveau d'exposition, tout en ayant un test qui est très technique. Donc c'est un vrai challenge pour toutes les entreprises qui vont devoir y répondre.
Ok, on n'a certainement pas fait le tour, mais est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je pense que le concept est très intéressant. Comme on le disait, alors ça demande des entreprises qui sont très matures, mais même en étant pas si matures d'un point de vue sécurité, je pense que avoir cette démarche de se mettre à la place d'un attaquant peut apporter tout un tas de choses à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit de l'exercice sur table, que ce soit de l'analyse de menaces, mais se mettre à la place d'un attaquant dans cette approche Red Team va apporter et va pouvoir donner un angle de vision qui va permettre une amélioration. Oui, mais au travers d'un prestataire externe, pas avec sa propre équipe de Red Team. Alors, en l'occurrence, Dora permet de les réaliser au niveau interne ou externe, c'est la particularité. Donc, en ayant des garde-fous pour effectivement s'assurer de l'indépendance, mais effectivement, que ce soit interne ou externe, il faut vraiment avoir un point de vue qui soit indépendant pour être sûr que on puisse utiliser les résultats. Ok, eh bien Grégory, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.